Souvenez-vous, le 19 juin dernier s'ouvrait le premier procès aux assises pour terrorisme d'extrême droite. 4 personnes appartenant à la mouvance néo-nazie, dont un gendarme, comparaissaient devant la cour d'assises des mineurs de Paris pour des projets d'attentats baptisés Waffenkraft et qui ciblaient des mosquées, des institutions juives, des meetings de Mélenchon et même l'artiste Médine. L'un des chefs de ce groupe, âgé de 17 ans au moment de son arrestation, planifiait divers modes opératoires, y compris des attaques en véhicule à l'arme blanche, des fusillades et des explosions. Le verdict est tombé le 30 juin dernier. Alexandre Gillet, l'ancien gendarme, a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle, tandis que les co-accusés ont bénéficié d'une certaine clémence des juges. Quelle leçon tirer de la première affaire de terrorisme d'extrême droite jugée aux assises? C'est la question que s'est posée la journaliste Nadia Sweeney, qui a écrit une série d'articles sur le procès Waffenkraft, publié sur le site de nos confrères Politis et qui a bien voulu nous apporter les réponses. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. Alors, il y a eu quand même une dizaine de projets d'attentats d'extrême droite qui ont été déjoués depuis à peu près 2017, quand la menace s'est réveillée. Et c'est le premier qui est jugé aux assises. Comment l'expliques-tu ? Je l'explique parce que le projet qui était principalement fomenté par le gendarme, donc Alexandre Gillet, dont tu viens de parler, était vraiment abouti au sens où il a écrit des manifestes. Donc c'est un processus qu'on retrouve dans les attentats d'Anders Breivik, par exemple, ou de Brenton Tarrant à Christchurch, et en fait dans lequel il annonçait son passage à l'acte avec une date où il mettait aussi en scène les modes opératoires qui étaient possibles de mettre en place pour tuer un maximum de personnes, puisque son objectif était de faire le plus de mal possible. Et je pense que cette donne-là a changé le regard qu'a porté le parquet antiterroriste sur cette affaire. Alors on peut dire que c'est un procès historique, dans la mesure où c'est le premier procès en assises. Et pourtant, je trouve qu'il n'a pas eu le retentissement médiatique qu'il aurait dû avoir, surtout s'agissant du verdict qui est tombé le 30 juin dernier. Alors, il a été quand même assez médiatisé au moment où Politis sort l'affaire, puisqu'on sort l'affaire un peu plus d'un mois. C'est vous qui faites des révélations. Voilà, sur l'existence de ce dossier et sur le fait qu'effectivement, c'est le premier dossier d'association de malfaiteurs terroristes qui passe aux assises. Mais il est vrai que il y a eu quand même pas mal de journalistes qui ont suivi les débats et qui ont fait de la chronique judiciaire sur les débats et sur les profils, etc. Mais une actualité en chassant une autre, l'affaire Naël a balayé d'un revers de main le verdict et ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion sur cette affaire. Et voilà, ça c'est le jeu de l'actualité malheureusement, et les médias étant ce qu'on sait, c'est-à-dire très, très réactif à la chaleur de l'actualité, du coup n'a pas vraiment eu l'espace, ou pris l'espace en tout cas, pour faire état de ce verdict assez intéressant d'ailleurs à analyser. Oui, mais même au moment des révélations, au moment où vous suivez de près cette affaire, on n'a pas vraiment entendu des personnalités politiques. Je pense notamment à Gérald Darmanin ou Éric Dupond-Moretti qui sont promptes à réagir lorsqu'il y a des affaires judiciaires. Comment expliquer ce silence assourdissant ? Je pense que c'est aussi le fait que cette affaire date en réalité, parce que les faits datent de 2017-2018. Et que c'est donc a posteriori qu'on met le regard sur ces projets d'attentats, et que ça ne donne pas non plus, surtout qu'ils n'ont pas forcément hyper envie, je pense, de se prononcer sur ce type d'attentats. Donc ils utilisent aussi l'excuse du fait que c'était quand même il y a un peu de temps. Alors, on est frappé par l'extrême jeunesse des terroristes. L'un des chefs du groupe était âgé de 17 ans au moment de son arrestation, tandis que l'ancien gendarme avait 22 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur profil ? Comment ils se sont rencontrés ? Comment ils ont mobilisé même les autres dans le membres groupe, du groupe ? Il y en avait un qui avait 13-14 ans au moment des faits, qui a été jugé par ailleurs par un tribunal pour enfants et condamné à 2 ans de prison avec sursis fin 2022. C'est lui le plus jeune du groupe.
Donc Julien, celui que je nomme Julien, parce qu'on ne donne pas, c'est illégal de donner les prénoms, contrairement à ce qu'ont fait certains de nos confrères. On ne donne pas les prénoms des personnes mineures qui sont impliquées dans des affaires quelles qu'elles soient. Avait 17 ans et en fait, ils se rencontrent sur les réseaux sociaux. Et notamment sur un groupe qui a été créé en 2017 par nos amis, entre guillemets, le Raptor et Papacito, sur un groupe qui s'appelle Monte une équipe, où il était question de démontrer comment on pouvait créer des groupes en bas de chez soi, avec des gens qui étaient d'accord avec nous, pour potentiellement faire des actions militantes, en tout cas. Et ça a dévié très rapidement, notamment parce que très clairement, ils ont commencé à monter des équipes, pas pour faire des actions militantes, pour aller manifester. Ils ont commencé à monter des équipes pour aller fomenter des actions violentes. Les deux protagonistes cités se sont retirés du truc. Je pense, en tout cas, l'analyse qui a été faite par des confrères journalistes, Plotu et Massé, qui sont assez spécialistes de la question. L'analyse comme ils ont eu peur parce que ça les a un peu dépassés. Et ça a été repris par un jeune anciennement royaliste, enfin qui se dit toujours royaliste, qui s'appelle Lucas Standarowski, qui gérait la bibliothèque dissidente, qui est une bibliothèque qui diffuse tous les livres interdits en France, qui diffuse donc toutes les idéologies néo-nazies, qui a traduit notamment le manifeste de Brenton Tarrant en français, qui a traduit Siège aussi, qui est un livre que James Mason, qui est l'idéologue des Atomwaffen Division, un groupe néo-nazi américain qui a énormément d'influence sur les réseaux sociaux. Et donc, qui diffuse ça comme ça à l'ultra-droite de manière qui les rend accessibles. Et donc, c'est sur ces groupes qu'ils commencent à se rencontrer. Et Julien veut créer son groupe et il crée le projet Waffenkraft. Et en fait, à partir des connexions qu'il peut faire, des espèces d'amitié aussi, des gens qui se connaissent, enfin voilà, sur les réseaux sociaux, c'est assez fluctuant, c'est assez rapide. En plus, c'est quand même une jeunesse qui est très facilement accrochable sur les réseaux sociaux. On devient très vite amis. Mais comme c'était le cas avec les jeunes djihadistes, très rapidement, on développe des sentiments, des amitiés, des choses avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Et donc, il les ramène dans un groupe dont l'objectif est de passer à l'action. De passer à l'action, mais c'est quoi leur mobile, c'est quoi leur motivation ? Leurs motivations, elles sont... Alors, parce qu'ils ont des profils, ils ont des mécaniques de radicalisation qui sont propres à leur histoire. Et ça, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une individualisation des mécaniques. Mais comme toujours, dans tous ces dossiers-là, il y en a, ils ont vécu ils ont des histoires de vie très compliquées. Le jeune Julien, par exemple, il a une mère qui est bipolaire, il a été un peu lâché dans la nature, il se retrouve placé en ITEP alors qu'il ne correspond pas vraiment au profil. Donc, alors, ITEP, tu peux nous rappeler ce que c'est ? C'est un institut thérapeutique éducatif, mais donc avec une prise en charge qui ne correspond pas à son profil, donc il est en rébellion totale contre les institutions, les gens, etc. Et donc, il a des déchirures qui font qu'il va être poreux à des idées d'ordre, on reprend en main sa vie, etc. C'est exactement le même principe que chez certains djihadistes, avec une appétence pour la violence. Il avait des comportements extrêmement violents, etc. Ça, c'est pour Julien. Pour le gendarme, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, au procès et pendant les débats, on n'a pas bien compris quelle était... réellement ses motivations, d'où ça venait en fait, parce qu'il a plutôt une histoire assez stable, pas vraiment faite de problématiques sociales majeures. Donc ça, lui, je vous avoue que ça reste un point d'interrogation. Et puis pour les autres, on retrouve des problématiques familiales très compliquées. Et voilà, et donc des jeunes qui sont lâchés, qui se retrouvent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de limites sur les réseaux sociaux et qui se laissent embarquer dans des trucs et puis après qui alimentent eux-mêmes. Donc leur moteur, ça reste quand même la haine. C'est la haine de eux-mêmes, de tout. Ouais. Il y a un truc d'ultra-violence, de haine de tout. Et forcément, ces offres terroristes que sont les suprémacismes et le djihadisme va répondre à ça en leur donnant un vernis moral, en leur expliquant, en leur donnant une lecture du monde qui va favoriser leur quête de violence, en fait. Et donc, leur idéologie, c'est clairement le néonazisme, c'est la pureté
de la race. Et pas seulement, tu expliques aussi dans l'article que ce sont les débats publics qui viennent aussi alimenter leur haine et leur idéologie. Alors en fait, ce que dit la DGSI, parce qu'on a eu une après-midi où un commissaire de la DGSI est venu témoigner, anonymement évidemment, de la menace du terrorisme dit d'ultra-droite, puisque eux le qualifient comme ça pour faire une différence avec l'extrême droite parlementaire, parce que c'est l'objectif affiché, enfin officiel. Et effectivement, ils expliquaient qu'il y avait le fait d'avoir... le parquet national antiterroriste aussi l'écrit dans son réquisitoire, que le fait d'avoir une banalisation du débat avec les thématiques d'extrême droite, des banalisations comme le grand remplacement sur les thématiques comme ça, du grand remplacement, la question de la pureté culturelle, ça va... Du lien entre immigration et délinquance. Par exemple, ça va forcément à la récupération des faits divers pour en faire des espèces de fanions pour prouver que les Noirs et les Arabes seraient plus violents que les autres. Je vous la fais courte, mais en gros, c'est un peu le message. Je pense qu'on l'a tous bien compris. Ça va, par effet domino, valider les velléités des plus violents. Ils vont se dire, bon, bah voilà, donc si on le dit à la télé tous les jours, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les armes ? Donc on peut comprendre par là que donc, les protagonistes de ces débats publics, journalistes, éditorialistes, politiques, intellectuels, sont responsables de l'enrôlement de ces jeunes dans des groupes terroristes. Responsables, ils ont une part de responsabilité dans la banalisation de la haine de l'autre. Et par conséquent, indirectement, parce que je suppose bien qu'une grande majorité d'entre eux n'a pas dans l'idée de se dire oh, on va aller... Mais ça banalise et ça valide les idées qui font que, mais on a retrouvé cette validation dans le communiqué de presse d'Alliance Police Nationale UNSA. Quand on parle de vermine, alors je ne sais plus quel est le terme exact, de nuisible, voilà. Bon, nuisible, on retrouve le terme dans les manifestes d'Alexandre Gillet, on retrouve le terme cafard pour désigner exactement les mêmes populations, puisqu'il fait tout un paragraphe en expliquant comment il faut aller dans les cités pour aller tuer le maximum de cafards. Bon, pardon, mais pour moi, le vocabulaire est le même. On cible les mêmes personnes, on cible les mêmes communautés de vie d'individus et on les appelle de la même manière. Donc les jeunes des quartiers populaires sont aussi la cible de ce groupe terroriste. Oui, alors pas de manière aussi précise que ça a pu l'être pour le CRIF, pour la LICRA, pour Mélenchon, où il n'y avait pas de projet précis. Mais par exemple, dans son manifeste, encore une fois, il fait une petite liste de cibles. Alors, il y en a plusieurs, mais il cible la gare de Sevran-Beaudotte, sur laquelle il imagine placer une bombe. Donc, on voit bien quel est l'objectif, quelle est la cible. Et donc, quand on continue à considérer que les gens des quartiers populaires, les habitants de ces quartiers sont hors de la France, sont considérés comme envahissants, je ne sais pas quoi, on valide les plus violents qui vont se dire, voilà, regardez, on le dit tous les jours à la télé. Il y a le parquet national antiterroriste fait aussi observer une surreprésentation des membres ou anciens membres des forces armées et de sécurité intérieure au sein des groupes terroristes d'extrême droite. C'est ce que ce parquet indique dans son réquisitoire définitif. La DGSI aussi dit la même chose. Elle dit qu'effectivement, d'ailleurs, on le fait le constat, parce que moi, j'ai suivi à peu près tous les dossiers, sauf le premier, celui de Guillaume Malaval, que je n'ai pas suivi. Mais depuis l'OAS, donc depuis 2021, j'ai suivi tous les dossiers. Dans tous les dossiers, il y a des personnes qui sont soit issues de l'armée, soit de la gendarmerie, soit qui soient encore en poste ou qu'ils en soient sortis. Ils ont un lien à un moment donné, beaucoup d'entre eux ils ont un lien à un moment donné avec les services de sécurité. Est-ce que c'est une façon pour eux ils s'infiltrent dans ces corps-là pour pouvoir manier les armes pour passer plus inaperçus? C'est une forme de couverture pour eux ou ils se radicalisent au sein de ces institutions? Alors, je sais ça, c'est difficile à dire. Après, ce que disait la DGSI, c'est qu'en fait, ils avaient, et je pense que ça, c'est assez classique, notamment dans le milieu militaire, comme on a un discours très patriote, etc., qu'ils ont une forme de porosité, ils sont plus sensibles à certains discours, il faut sauver la France, etc. Donc, quand on vous dit à longueur de journée que la France est en danger parce qu'elle va être grand remplacée, nécessairement, la question de l'amour de la France, la défense d'une espèce d'idée un peu fantasmée de ce qu'est la France, va
mieux marcher sur des profils sur lesquels on va utiliser cet argument-là pour les faire agir, parce que c'est comme ça qu'on les envoie en OPEX, concrètement. Donc, oui, il y a une porosité. Je pense qu'il y a... Alors, les services de renseignement, visiblement, ont quand même pris, en tout cas, l'expriment comme étant une vraie problématique. Je ne sais pas bien si le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur, quelles sont ces actions, parce que c'est difficile d'avoir des informations sur ce qu'ils font vraiment en interne pour détecter et pour essayer de se prémunir éventuellement des groupes qui se créent en interne dans l'armée. Ça serait quand même compliqué. En revanche, sur la question de l'infiltration, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire vraiment. Souvent, c'est un attrait pour la violence, donc un attrait pour les armes, donc un attrait pour l'arme, l'uniforme. Puis il y a aussi la question de l'ordre, de la vision d'une société très ordonnée. Le milieu militaire, le milieu gendarme, c'est quand même aussi l'ordre, la hiérarchie. C'est presque naturel pour eux de se diriger vers... Il y a des choses sur lesquelles forcément ça fonctionne, quoi. Donc on peut comprendre une forme d'attirance comme ça mutuelle. Après, il y a un jeune homme notamment dans ce groupe-là, Gauthier, dont il était le fils d'un lieutenant-colonel de l'armée de l'air, qui lui était complètement radicalisé. Il l'est toujours, mais il est parti à la retraite. Et son gamin grandit dans ces idéologies-là. Donc lui, quand il arrive sur les réseaux sociaux et qu'on dit les Noirs, les Arabes, tout ça, les Juifs et tout ça, pour lui, c'est normal, puisqu'il a baigné là-dedans petit. Alors, ce groupe voulait aussi venger les victimes du terrorisme islamiste, notamment les victimes du Bataclan. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ils voudraient s'en prendre, en tout cas, à des musulmans. Pourquoi, en revanche, vouloir s'en prendre à des juifs, à Jean-Luc Mélenchon, à des élus de gauche ? Parce qu'en réalité, alors déjà, il y a la question des vengeances. Alors, les attentats de 2015 ont clairement été un déclic pour l'engagement terroriste à l'ultra-droite. Ça, c'est sûr. Après, la question du rapport avec les djihadistes, c'est beaucoup plus compliqué qu'on va vouloir venger, on va vouloir se battre contre. C'est comme ça qu'ils se présentent parce que c'est un vernis moral. C'est facile, disons que c'est plus entendable de dire « mais attendez, vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait, nous, on va se battre », en gros. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'ils ont une forme de fascination très forte pour les djihadistes. On voit bien que, d'ailleurs, par leur cible, ce n'est pas les djihadistes qu'ils visent, parce qu'en fait, ils vont développer des idéologies comme celle du grand remplacement, parce que, je le répète, c'est vraiment une idéologie extrêmement problématique, parce que derrière, qui organise le grand remplacement ? Quand vous poussez un peu la logique de leur pensée, en fait, ce qui fait qu'il va les faire être attirés par des actions ultra-violentes, c'est les puissants. Les puissants, c'est qui pour les néo-nazis et les suprémacistes? Très rapidement, on tombe sur l'antisémitisme basique, millénaire, de les juifs contrôlent le monde, la gauche nous a vendus, et donc on en arrive à avoir des cibles comme les juifs, le CRIF, les mouvements antiracistes comme la LICRA, etc., qui sont d'ailleurs assimilés aux juifs. C'est un peu tout ça la même chose. Et la gauche qui vend le pays aux juifs. Enfin, pour la faire très courte. Les liens, les raccourcis qui sont faits. C'est le complotisme, c'est les théories du complot très basiques qu'on retrouve dans toutes... quand on pousse les pensées comme ça, néo-nazis, c'est ça, derrière. Alors, fort heureusement, leurs plans ont été déjoués. Qu'est-ce qui a alerté les autorités ? Alors, officiellement, c'est-à-dire que l'enquête judiciaire est déclenchée parce qu'une entreprise de chimie alerte sur une commande que le gendarme fait et d'un produit qui rentre dans la composition du TATP, donc de l'explosif favori des djihadistes d'ailleurs. Et donc, l'entreprise est tenue depuis 2015. Il y a eu pas mal, tout le monde a été alerte sur la question, donc ils préviennent les gendarmes et l'enquête judiciaire s'ouvre. Mais en réalité, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'un des protagonistes a été condamné à une peine relativement faible par rapport à son implication, quoiqu'elle était elle était très idéologique, son implication, mais il a prévenu, lui, parce qu'en fait, en juillet 2018, ils se rencontrent tous ensemble pour aller s'entraîner au tir dans la forêt. Et il y en a l'un d'entre eux, Évandre, qui prend peur. Évandre, c'est l'intellectuel, voilà, c'est ça du groupe. Un peu, oui. Il est étudiant en philosophie, c'est l'intello. Lui, il prend peur, il rentre chez lui, et 15 jours plus tard, il appelle la gendarmerie pour prévenir qu'il y a quand même un risque.
Et donc, il prévient la gendarmerie. Et en fait, s'ouvre à ce moment-là le procès-verbal d'entretien avec la gendarmerie et classé secret défense, ça part au renseignement. Et donc, il y a une enquête administrative qui est menée avant que l'entreprise de chimie prévienne et qui déclenche donc l'enquête judiciaire. Et donc, c'est comme ça que ça se met en place. Mais tu écris quand même, malgré l'ampleur de la menace, la justice ne va pas immédiatement prendre la mesure du dossier dont elle a été saisie. Pour quelle raison ? Parce qu'on est en 2018, qu'en 2018, globalement, on n'a pas pris la mesure collectivement de ce qui est en train de se mettre en place. La justice, en plus, je pense qu'effectivement, le fait qu'il soit gendarme, ça complique un peu le truc. En fait, ils vont faire une perquisition chez lui. Et il détient des armes. Il a 2 Kalachnikov, il a un Glock, mais il les détient légalement. Parce qu'il a mis en place son processus, qu'il a d'ailleurs écrit dans ses manifestes en disant il vaut mieux être dans les clous, comme ça vous passez inaperçu. Et donc, il s'est inscrit à un stand de tir. Il a fait ses tirs réglementaires pour avoir son petit certificat. Et il achète ses armes. Il fait une demande à la préfecture. Il a l'autorisation de les détenir. Donc, quand les gendarmes, parce que c'est les gendarmes qui font l'enquête sur un gendarme, déboulent chez lui, ils trouvent des armes, mais qu'il détient légalement. Bon, il commence à se dire il y a quand même beaucoup d'armes. Il y a beaucoup de chargeurs notamment et beaucoup de munitions. Parce qu'il a 21 chargeurs. Normalement, il a le droit qu'à 10 chargeurs par arme. Il en a un de plus, ce qui permet de l'accrocher, en fait, judiciairement. Et il détient une grenade démilitarisée, mais qu'en fait, qu'on n'a pas le droit de détenir. Et donc, les premiers, il l'accroche là-dessus judiciairement. Donc, il est placé sous contrôle judiciaire. Il n'est pas placé en détention provisoire. Donc, il est libre. Il est libre. Il est sous contrôle judiciaire. Il le surveille quand même de près. Il est radié de la gendarmerie directement, en garde à vue. Et en fait, ils exploitent ces documents. Ils se rendent compte qu'il est quand même extrêmement radicalisé. Ils trouvent les manifestes, etc. Et c'est surtout qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Il va continuer à aller s'entraîner. Il va continuer à faire des recherches, comment tuer les musulmans sur Internet, etc. Et ils vont finir par se rendre... Et surtout, il s'inscrit pour passer son permis poids lourd. Sauf que dans son manifeste, comme il a fait un copier-coller de ce que Daesh, de la propagande djihadiste, il y avait notamment l'utilisation des camions béliers pour aller foncer dans les foules. Donc là, la justice commence à se dire « oulala, ça devient compliqué ». Et ils finissent par l'arrêter en décembre alors qu'il rentre d'un entraînement en forêt. Mais malgré tous ces éléments concordants, les juges ne vont pas tout de suite saisir le parquet antiterroriste. Ouais, alors le parquet antiterroriste, et ça, j'ai fait une petite erreur dans l'article, puisque le parquet antiterroriste en tant que tel existe depuis 2019, donc il n'est pas encore créé. Mais il y a un pôle antiterroriste. Oui, le pôle, voilà. Mais le pôle n'a pas été informé. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Cela dit, quand l'affaire, quand il voit quand même qu'il y a une problématique idéologique et une velléité de passage à l'acte, il demande l'avis de la DGSI pour dire bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bon, et puis au début, comme ils sont que sur des armes illégales et que, comme je vous dis, on n'avait pas vraiment pris la mesure à ce moment-là sur cette menace-là. D'accord. En fait, et donc, c'est comme ça qu'il justifie que les choses n'aient pas été plus rapides. D'accord. Il aurait fallu qu'il vole une canette de Red Bull pour terminer en comparution immédiate. Hein. C'est beaucoup plus rapide. La justice est quand même beaucoup plus efficace à ce moment-là. Alors, on le disait, vendredi 30 juin, donc l'ancien gendarme adjoint, Alexandre Gillet, a été condamné à 18 ans de prison avec une période de sûreté des 2/3. Est-ce qu'on peut parler d'une peine satisfaisante ou plutôt proportionnelle eu égard aux faits reprochés? Moi, je ne peux pas dire si c'est proportionnel ou pas. Ce que je peux dire, c'est que au regard des autres affaires, comme c'est le premier dossier, la différence entre les assises et le tribunal correctionnel, c'est qu'aux assises, on risque 30 ans et au correctionnel, on en risque 10 maximum. Donc, ça met déjà une différence de taille. Les 18 ans, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est quand même une marque d'une forme de sévérité parce que c'est des peines qu'on retrouve dans les procès pour l'attentat de Nice. Et c'est des peines... par exemple, Abrini, dans l'affaire des attentats du 13 novembre, il a pris 22 ans. Donc, et pourtant, il était considéré comme le 11e homme du commando. On est sur un attentat abouti. Il a été sur zone et il prend 22 ans. Là, on est sur une AMT, une association de malfaiteurs terroristes qu'on a pris avant passage à l'acte. Et il prend 18 ans. Donc, je pense, c'est mon avis tout personnel, qu'il y a une prise de conscience de la justice de cette menace et que cette peine est lourde. En revanche, ces co-accusés, eux, ont été condamnés à des peines
qu'on peut qualifier de légère, hein. Julien, co-auteur donc, du projet d'attentat, a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. De même pour Évandre, hein, qui est quand même l'intellectuel du groupe. Hein, c'est celui qui, quelque part, continue d'alimenter la haine et la détermination de ces terroristes à passer à l'acte. Comment expliquer la clémence des juges ? Alors, la clémence, je ne sais pas si on peut parler de clémence, mais en tout cas, la différence des peines, c'est que déjà Julien était mineur. Donc d'emblée, il a un mécanisme qui divise par 2 la peine qu'on pourrait donner à un adulte. Donc ce qui explique pourquoi on a l'impression que c'est clément. Mais en réalité, s'il avait eu 18 ans, il aurait pris 2 fois plus. Mais il divise par 2 parce qu'il était mineur. Évandre, il a prévenu les autorités. Et d'ailleurs, alors aux dernières nouvelles, son avocate voulait faire appel parce qu'elle avait demandé à ce qu'il ne soit pas condamné à une peine. Parce qu'il a prévenu et que dans la loi, quand une personne empêche un passage à l'acte, même si elle a, à un moment donné, été en contact, et d'ailleurs, si elle le sait, c'est qu'elle est en contact, il y a alors je ne sais plus exactement le terme juridique, et je vais peut-être dire une bêtise, mais on dit, il n'y a pas de peine, on peut demander à ce qu'il n'y ait pas de peine de prison. Le dernier, Gauthier, il fait partie de celui qui était le plus éloigné. Il est idéologiquement très marqué, pas de problème. Il a grandi là-dedans. Il va à Auschwitz se prendre en photo en faisant le salut nazi devant Auschwitz. On en est quand même à ce niveau-là. Mais en termes de passage à l'acte violent, la seule chose qui lui a été reprochée, effectivement, c'est d'avoir acheté un fusil à pompe. Mais difficile de le raccrocher sur une vraie velléité de passage à l'acte. Donc c'est pour ça ce qui explique pourquoi il est d'ailleurs celui qui est le moins condamné. D'accord, donc les juges n'étaient pas sûrs qu'il comptait participer à ce projet d'attentat. Il était même il s'est un peu échaudé effectivement sur les passages à l'acte violent, mais comme on en trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, de la ratonnade comme ils disent, etc. Mais on trouve ça, c'est public quoi. De là à aller placer une bombe ou aller tirer dans la masse à la sortie d'une mosquée, lui n'était pas dans cette marqué à ce point-là, disons, ce passage à l'acte violent. L'avocat général a dit quelque chose de très intéressant. Il a déclaré: vous êtes face à une sorte de djihad, un djihad nouveau, un white djihad. C'est ce qu'il a indiqué dans son réquisitoire jeudi 29 juin, lors de ce procès Waffencraft. C'est un concept, on va dire, que tu connais plutôt bien. Tu as écrit dessus. Alors Nadia, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le white djihad et quels sont les points de convergence entre le djihadisme et le terrorisme d'extrême droite, même si tu nous en as déjà un peu fait part en amont de cet entretien? En fait, le white djihad, c'est une thématique qui s'est développée aux États-Unis à partir des attentats du 11 septembre. Il y a eu, au moment des attentats contre les tours jumelles, des groupes néo-nazis qui se sont positionnés en soutien à Al-Qaïda, en disant qu'ils attaquaient, parce que je vous disais tout à l'heure, les grands complots juifs, etc., et que par conséquent, on avait les mêmes ennemis, donc on pouvait considérer qu'on était plutôt dans une guerre commune contre un ennemi commun. Et en fait, ça a fait son bonhomme de chemin, notamment avec l'émergence de Daesh, la puissance violente de Daesh, parce que Daesh a quand même inondé de propagande ultra-violente les réseaux sociaux et Internet. Et les néo-nazis américains s'en sont servis en disant, mais regardez, en fait, ils ont une vision du monde qui est quand même assez similaire à la nôtre, et ils sont des hommes virils qui font la guerre, eux, ils défendent leur identité, eux, ils défendent leur religion, et ils y vont, et ben nous aussi, on doit, en fait, dans une logique de récupération de la force violente, de l'ultra-violence que montrait le djihadisme, nous aussi, on doit faire le djihad. Mais le djihad au nom de la race blanche, évidemment, pas au nom de la religion. Et donc, le concept de white djihad a été comme ça créé. Il est notamment porté par un groupe qui s'appelle Atomwaffendivision, qui est un groupe de néo-nazis américains, qui s'est autodissous, mais qui s'est en fait recréé en sous-groupe, parce qu'en 2020, il y a eu des vagues d'arrestations aux États-Unis des chefs, mais ils ont largement, de toute manière, il y a plein de sous-groupes qui se sont créés, en Europe aussi, beaucoup. Et en fait, on retrouve leur propagande dans quasiment tous les groupes terroristes d'extrême droite de ces dernières années en France. On retrouve leur propagande. Et d'ailleurs, le white jihad, qui est un terme en anglais, même eux l'utilisent en anglais. Et cette thématique, elle crée des zones de porosité
ce dont je vous parlais sur entre l'engagement terroriste djihadiste et le suprémacisme blanc. Il y a eu en 2021 une étude extrêmement intéressante qui a été faite par l'Université de Washington, qui est parue en décembre 2021, qui s'appelle Rise of the Reactionaries. Si vous le trouvez, c'est en PDF accessible sur Internet, c'est en anglais. Mais dans lequel ils analysent tous les points de convergence qui existent entre les djihadistes et les suprémacistes blancs. Et c'est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'ils ont des points communs comme une lecture du monde similaire. Donc ils ont l'impression que le monde est en dégénérescence et qu'il faut lutter contre cette dégénérescence. La dégénérescence du monde, elle est portée par qui ? Par ce qu'ils appellent le lobby LGBT, donc l'homosexualité, l'acceptation de l'homosexualité, par les progressistes, donc la gauche, par les féministes, évidemment, parce que la femme, dans leur logique aux deux, et c'est aussi un de leurs points communs, c'est qu'ils ont une logique très viriliste, avec la place de l'homme, la place de la femme extrêmement établie et rigide. Ils ont une vision très utopique de la société qu'ils voudraient mettre en place, une société totalitaire, tous les deux, sur une épuration idéologique, d'un côté pour la race blanche, de l'autre côté pour la religion, mais la question de la pureté est la base de leur utopie, si vous voulez. Il y a une question du guerrier, l'image du guerrier. Alors, elle n'est pas, évidemment, d'un côté, c'est le guerrier soit celte, vous voyez, avec viking, blanc, avec plein de tatouages, Sparte, en fonction... Mais barbu, quand même. Voilà, alors ça... par exemple. Et de l'autre côté, on voit que c'est le guerrier de l'époque du prophète, avec son turban, etc. Enfin, bon, il crée comme ça des images idylliques dans lesquelles les jeunes pourraient se projeter. Et ça, c'est similaire, c'est la mécanique est la même. Alors évidemment, culturellement, etc., ils vont utiliser des choses différentes. Ils ont aussi une thématique du théorie du complot extrêmement puissante dans leur discours. Par exemple, les djihadistes utilisent ce qu'ils pensaient être la guerre globale contre l'islam. Donc, ils pensent que l'ensemble du monde est en guerre contre eux. Donc, il faut défendre leur groupe, qui est l'islam pur, si j'ose dire. De l'autre côté, on a le génocide blanc. Mais qu'on entend, on entend Éric Zemmour, c'est ce qu'il nous dit, quelque part. Le grand remplacement, bien sûr, le grand remplacement, le génocide blanc. Donc, il faut se défendre contre les attaques contre notre race, notre groupe. Et ils développent comme ça, en fait, et puis ils ont un rapport avec leur groupe politique qui est le même. C'est-à-dire que les djihadistes sont aux islamistes ce que les suprémacistes sont à l'extrême droite. C'est la même mécanique. On a un groupe politique qui porte un projet et on a né de ce groupe-là, le groupe terroriste, mais qui est accolé. Et c'est la même logique. Est-ce qu'on peut dire que la France a sous-estimé justement la menace de ce djihadisme white ? Elle l'a sous-estimé. Alors, on voit, elle le prend en compte. Et je pense qu'elle tire les leçons du fait d'être passée à côté du djihadisme islamiste. Et que par conséquent, elle applique, puisque c'est les mêmes, c'est le parquet national antiterroriste qui s'est formé, la DGSI aussi, qui s'est formé sur les mécaniques de radicalisation au djihad, et qui, du coup, va un peu appliquer les mêmes logiques. Donc, elle prend en compte, à mon avis, de manière un peu plus sérieuse que ce qu'elle a pu faire au début des années 2010 sur la question des djihadistes. Donc oui, je pense qu'elle le prend en compte. En revanche, il y a une vraie problématique, c'est que c'est endogène. C'est propre à nos sociétés. C'est-à-dire que la question du terrorisme d'extrême droite, pour moi, c'est la question du djihadisme pour le monde arabe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de notre société. Alors que le djihadisme islamiste, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, si vous voulez, alors qui va toucher des populations ici et qui va embarquer des gens qui sont sur nos territoires. Mais le Chem, il ne s'est pas créé en France. Enfin, il s'est créé sur un territoire du monde arabo-musulman, etc. Bon, bah là, on a une logique qui est quand même historique chez nous et qui vient de notre histoire. Pas d'hier, ça ne date pas d'hier, le nazisme en Europe. Ouais. Et je pense que ça nous crée une difficulté. Et c'est pour ça que quand on entend les gens sur les plateaux télé valider des théories ou utiliser des termes extrêmement connotés et qu'on leur dit rien. Mais donc les populations des sociétés occidentales, elles peuvent facilement aussi s'identifier à ce white djihadisme. Et d'ailleurs, on apprend dans cet article que l'un des co-accusés souhaite aller en Ukraine pour aller chercher des armes auprès de groupes radicalisés à l'extrême droite.
Il y a eu, à un moment donné, il y a eu toute la propagande autour du bataillon Azov, qui était un bataillon néo-nazi au sein de l'armée ukrainienne. Enfin, c'était pas vraiment dans l'armée. Après, ils sont entrés dans l'armée, ils ont été un peu dissous et un peu calmés sur leur néo-nazisme affiché. Mais du coup, ça a créé un territoire en guerre, en plus depuis 2014, puisqu'il y avait contre la Russie, qui a créé un territoire où il y a une appétence pour la violence, pour l'armée, pour la guerre, puisqu'il y a quand même un côté... Sauf que dans le malheur, finalement, comme la Russie aussi était quand même une grande image pour l'extrême droite et l'ultra-droite, Poutine ayant été mis sur un piédestal, et vous remarquerez qu'il a un discours sur la dégénérescence de la société occidentale qui est quand même extrêmement similaire à ce que peuvent avoir les néo-nazis américains sur le même sujet. Il y a, à mon avis, mais ça c'est encore une fois ma petite analyse, c'est qu'il y a un conflit de loyauté qui a fait qu'on n'a pas eu un vague de départ massif des mecs d'ultra-droite pour le conflit ukrainien, parce qu'en réalité, il y a quand même une partie de l'ultra-droite qui est assez pro-russe. Et donc, c'est compliqué, c'est une guerre fratricide pour eux. Donc, il y aurait eu une guerre contre la Turquie, la question ne serait pas posée. C'est certain. L'affaire Waffencraft nous rappelle aussi une autre affaire, celle de FR Déter, dont on a beaucoup entendu en avril dernier. Affaire Déter, c'est le nom de ce groupe Telegram sur lequel... tu vois le lapsus, Télédrame, sur le groupe Telegram, sur lequel des militants d'extrême droite faisaient part de leur volonté d'action violente, ciblant une fois de plus des musulmans et des élus de gauche notamment. Alors lui, le ministre de l'Intérieur, à cette époque, avait demandé la fermeture des différents groupes liés à France Déter et a demandé aux services de travailler au suivi judiciaire à donner. On va dire que c'est une réaction qui est quand même plutôt timide, alors que le groupe FR Déter peut à terme devenir un peu ce groupe Waffencraft. Comment tu l'analyses, toi ? C'est extrêmement difficile parce que déjà FR Déter a été... Alors ils existent encore un peu sur Telegram, mais c'est très à la marge. Ils se sont recréés sous un autre nom qui s'appelle Ariane, je sais plus quoi. Mais ils se sont recréés. Et en fait, il y a un souci avec la question de la dissolution. C'est une vraie question. J'ai eu l'occasion d'écouter Nicolas Lebourg, qui est un chercheur spécialiste des extrêmes droites en France, sur justement la question des dissolutions. Et il disait, quand on dissout un groupe d'ultra-droite, on a une velléité terroriste qui émerge. Et en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on gère et en plus, on dissémine. Parce que quand on dissout un groupe comme Génération Identitaire, on dissémine tous ces gens dans la nature sans savoir comment on peut les gérer. Au niveau des renseignements, c'est compliqué parce que du coup, ils se rassemblent plus tous au bar. Enfin, je veux dire, pour les suivre, ça devient compliqué parce qu'on a plusieurs milliers de personnes qui disparaissent un peu, chacun dans son coin. Donc, on ne sait pas trop ce que ça va créer. C'est vraiment un souci de gestion, en fait. Est-ce qu'il faut dissoudre ou pas ? C'est pas si évident que ça. Après, la question des réseaux sociaux et du fait qu'on a zéro main sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que franchement, Telegram, c'est incroyable. Vous tapez national-socialisme, vous allez voir, c'est waouh. Donc la France n'a pas les moyens et les ressources suffisantes pour pouvoir parer à cette là, elle se la donne. Alors là, il y a une loi qui est passée là, au niveau européen, qui va s'appliquer le 25 août, qui nous a été annoncée à l'occasion des émeutes dans les quartiers, alors qu'il y a quand même des sujets qui me paraissent quand même autrement plus dangereux, en disant qu'il va y avoir une réactivité extrêmement importante pour l'appel à la violence notamment. Donc on suppose quand même que les premiers à être touchés, ça va être ceux-là. Sauf que j'ai regardé dans la liste des réseaux sociaux et j'ai pas vu Telegram. Alors j'espère... on va voir. Et puis en plus, le problème, c'est que ces listes de réseaux sociaux, elles sont... Parce que maintenant, il y a VK Contact, il y a je sais plus quoi. Il y a Discord aussi, communiquer sur Discord. Voilà, et puis il y a plein de réseaux. Il y a Mind, il y a plein de réseaux sociaux alternatifs qui se créent, Reddit et tout ça, sur lesquels on n'a pas la main. Et plus on va enfermer, plus il va s'en créer. Et donc, c'est pas évident de pouvoir maîtriser ce truc-là. Merci beaucoup Nadia Sweeney pour ces éclairages. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci également à vous de nous avoir suivis. Vous le savez bien maintenant, comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs, mais l'actualité ne s'arrête pas et nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse et de débat. Et ce au quotidien, vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le PAF dépend
besoin, toujours de votre soutien et de vos dons. Si nous voulons survivre à l'été, être prêts pour le grand virage de la saison 7, eh bien, il nous faut mobiliser au moins 100 000 euros. Déjà, je crois, 65 000 euros ont été récoltés. Merci infiniment. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. On compte sur vous. Et rendez-vous aussi sur le site de Politis pour aller découvrir cette série d'articles très fournis de Nadia Sweeney. Restez connectés aux médias. À bientôt.